Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. La formule, faussement attribuée au président français Charles de Gaulle, témoigne d'une vision encore répandue au sein de la société qui voudrait que la recherche est un gaspillage de temps et d'argent. Que chercher pour chercher, ça ne sert à rien, parce que c'est trop risqué, trop incertain. Pourtant, ce qu'on appelle recherche fondamentale ou recherche désintéressée est aussi synonyme d'audace et de curiosité, car c'est elle qui nous permet de répondre à la question existentielle « Pourquoi ?». Face aux défis qu'on rencontre en santé publique ou encore avec les changements climatiques, il est donc essentiel d'investir largement en recherche, car le monde de demain sera certainement le reflet de la recherche fondamentale d'hier et d'aujourd'hui. Sans elle, pas de vaccin à ARN messager, ni de laser, ou encore moins d'ordinateurs portables. Instaurés par le gouvernement provincial, les fonds de recherche du Québec, FRQ, s'occupent de soutenir et de promouvoir l'excellence de la recherche et la formation de la relève en recherche dans toutes les disciplines. En quelques chiffres, les FRQ, ce sont 3 fonds. Le fonds Nature et Technologie, le fonds Santé et le fonds Société et Culture. Ce sont plus de 248 millions de dollars d'investissement pour la période 2021. Les FRQ, c'est aussi l'organisation d'événements comme le forum Grandeur et misère de la recherche fondamentale, organisé en novembre dernier. Et puis les FRQ, c'est la diffusion et la promotion des sciences grâce au soutien de projets de vulgarisation scientifique et de publications comme l'État du Québec, produit par l'INM. Pour cet épisode, on vous propose de mieux comprendre ce qu'est la recherche fondamentale, en quoi peut-elle nous aider à faire face au changement climatique, quel savoir peut-on mobiliser, quelle place la province occupe-t-elle dans ce grand chantier et quel rôle les fonds de recherche du Québec peuvent-ils jouer. Je suis Jocelyn Guillarmou, vous écoutez Le Réverbère, le balado de l'Institut du Nouveau Monde. Nous sommes présentement au Palais des Congrès de Montréal et je reçois Janice Bailey, directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Janice Bailey, bonjour. Vous êtes directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie. Mais avant ça, vous avez travaillé pendant plus de 25 ans en santé environnementale et santé reproductive. Je le disais, au FRQ, vous soutenez de façon continue et dans une perspective de long terme la recherche fondamentale. Mais alors, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est quoi la recherche fondamentale et pourquoi c'est si important de la soutenir ? Vous avez bien parlé de la recherche fondamentale dans votre introduction. Donc, c'est la recherche qui est libre, qui est vraiment la recherche qui découvre, une recherche qui est poussée par la curiosité pour comprendre pourquoi quelque chose fonctionne d'une telle façon ou comment quelque chose marche. Donc, il n'y a pas nécessairement une utilité dans le court terme pour ces connaissances, quelque chose de pratico-pratique. Cependant, il est important parce que cette recherche fondamentale mène à répondre à toutes sortes de questions. C'est vraiment comme la bibliothèque qui va nous ramener avec les informations qu'on va chercher par la suite. Il est important à financer la recherche fondamentale parce que ce sont ces connaissances qui sont plus tard appliquées puis utilisées dans les innovations qui sont commercialisées et donc utilisées pour le bien-être social ou en industrie ou quelque chose comme ça. Donc, c'est très important. Et c'est vrai qu'on a souvent cette idée que la recherche fondamentale s'oppose à la recherche appliquée, mais peut-être pas tant que ça. Si je comprends bien, les deux sont complémentaires en fait. Absolument, un amène à l'autre. Donc, la recherche fondamentale peut être une source d'information pour une recherche appliquée plus tard ou une recherche appliquée peut être stimulée les recherches fondamentales pour découvrir quelque chose. Donc, les deux sont vraiment liés et je dirais que les deux sont aussi importants l'un l'autre. Je pense qu'ils sont vraiment liés très proches. On entend de plus en plus parler de l'importance de la recherche pour trouver des solutions au changement climatique. L'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies,
a même proclamé 2022 comme étant l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable. Comment est-ce que la recherche fondamentale peut contribuer à atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU? Ah, je pense que c'est une très bonne commentaire. Puis, veux pas, il faut penser qu'il y a 50 ans, les chercheurs savaient qu'est-ce qui se passait. Donc, les chercheurs observaient, puis savaient qu'on allait vers les changements climatiques. Ils en parlaient. Elles en parlaient. Donc, maintenant, on est rendu dans un niveau de peut-être comment pallier les événements qui sont déjà arrivés, comment est-ce qu'on peut faire des correctifs. Mais, veux pas, si on avait écouté les communautés de recherche il y a 40 ans, peut-être on ne sera pas dans une situation aussi grave qu'aujourd'hui. Mais je trouve que la recherche fondamentale peut quand même servir pour répondre à certains enjeux, liés au changement climatique ou même la perte de biodiversité. Et à tous les ODD, parce que je le rappelle que les ODD, ce sont ces cibles qui ont été fixées donc, par l'ONU pour répondre à tous ces défis mondiaux, donc, qu'on parle d'inégalité, de pauvreté, de climat, de dégradation de l'environnement, de paix et de justice. Absolument. Donc, l'ONU a proposé 17 ODD, Objectifs de développement durable, qui devraient être, comment est-ce que je peux dire, solutionnés, ou c'est le but, c'est d'avoir les solutions pour 2030. Donc, c'est demain. C'est même cet après-midi. Donc, ça arrive très rapidement. Moi, je pense que la recherche fondamentale, encore, c'est la recherche libre. C'est pas dirigé. Mais je trouve que c'est quand même un exercice très intéressant et utile pour les communautés de recherche, y compris les étudiants, d'avoir une certaine curiosité ou d'être au courant de ces ODD pour voir qu'est-ce qu'on a besoin pour la société. Et si la recherche peut contribuer à solutionner ces ODD, tant mieux. On n'attend pas la recherche fondamentale qui va solutionner quelque chose tout de suite, immédiatement. C'est pas nécessairement ça. Mais d'être sensibilisé, je pense que c'est très, très important. Dans la nouvelle édition de l'État du Québec, qui s'intitule « L'urgence climatique, agir sur tous les fronts », plusieurs autrices, auteurs insistent sur l'importance de la recherche pour mieux comprendre les phénomènes climatiques, mieux protéger aussi notre biodiversité, repenser nos systèmes économiques ou encore innover grâce à la science quantique. Les FRQ y ont d'ailleurs participé avec la contribution de Louise Poisson, qui intervient dans un entretien croisé avec Jérôme Duprat sur l'économie écologique et l'économie circulaire. Concrètement, comment est-ce que ça se vit sur le terrain? Comment est-ce que la recherche fondamentale peut participer à mieux connaître le vivant, mieux protéger nos ressources et peut-être repenser nos façons de faire, très concrètement? Je pense que juste de comprendre comment peut être les changements, ça, quelque chose de simple, comment les changements météorologiques influencent l'agriculture. Qu'est-ce qu'on est capable de produire? Est-ce que ça change? Est-ce que ça diminue? J'ai pu comprendre que peut-être on est capable à produire les pêches plus proches de chez nous, tandis qu'avant, c'était beaucoup plus dans le sud. Donc ça, c'est quelque chose peut-être positif, mais c'est un changement quand même. Mais aussi, comment est-ce que le changement... je pense que la recherche fondamentale, c'est très important aussi de comprendre l'impact de certains produits chimiques qui ont été utilisés dans le passé. Quels sont les impacts aujourd'hui, maintenant? Mais c'est la recherche fondamentale chimique ou biologique qui décrit qu'est-ce qui se passe, puis après ça, dans le plus grand contexte de changement climatique, on est capable, c'est comme une casse-tête, on est capable de trouver les morceaux, puis mettre ça ensemble pour trouver des solutions ou comprendre. Je voulais aussi revenir sur l'importance soulevée dans l'État du Québec d'avoir recours à la pluralité des savoirs pour répondre donc à ces changements climatiques. On pense bien sûr aux savoirs autochtones qui ont longtemps été dévalorisés, marginalisés, pillés par les différents régimes coloniaux à travers le monde. Il y a d'ailleurs un article de Diwana Radou et de Suzy Basile de l'UQAT
qui met en garde face à l'usurpation des connaissances par la science occidentale, tout en insistant sur l'importance des savoirs autochtones pour une transition climatique qui soit plus juste, plus équitable. Qu'est-ce que vous faites, vous, au FRQ, pour vraiment valoriser cette pluralité des savoirs et pour reconnaître les contributions autochtones? C'est une très bonne question. Puis, première chose, on apprend. On est toujours en mode d'apprentissage. Un exemple, c'est que, une couple d'exemples. On a une collaboration internationale avec le fédéral et le UK, le Grande-Bretagne. Puis, c'est pour étudier ou comprendre l'impact des changements climatiques dans l'Arctique. Mais l'Arctique, c'est les nations inuites qui sont présentes. Donc, avant de vraiment commencer ce programme de recherche, on a développé une entente de collaboration, une vraie entente de partenariat avec les Inuits pour qu'on ait co-créé, puis on a travaillé ensemble pour évaluer pour les projets qui ont été proposés, puis aussi pour insister de la présence de la communauté ou la contribution de la communauté et les chercheurs inuits dans la réalisation de ces projets. Donc, ça, c'est une nouvelle façon de fonctionner pour le FRQ, pour l'Angleterre aussi, un gros changement, mais je pense que c'était très, très intéressant. Je dois dire que les Inuits ont voulu être partenaires pour qu'ils puissent apprendre comment on gère la recherche, mais moi, je trouve que probablement le FRQ a appris beaucoup plus de nos collègues Inuits qu'ils ont appris de nous. C'était très, très important. Puis, un deuxième lieu, on a un groupe de réflexion, un groupe de travail avec Mme Basel, effectivement, au FRQ pour mieux établir les façons qu'on peut travailler mieux avec les peuples autochtones. Leur connaissance, c'est très important, surtout dans le contexte de notre planète ou l'environnement. Il y a des études qui démontrent que lorsqu'on fait la recherche sans en biodiversité, puis on fait la recherche dans une langue autre que leur langue autochtone, il y a beaucoup de connaissances qui disparaissent parce que le vocabulaire autochtone est tellement important dans ce genre de connaissances. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup à apprendre et c'est à notre bénéfice ou notre bien. En tout cas, c'est la meilleure façon de travailler avec eux, c'est aussi de respecter et prendre en considération leurs connaissances traditionnelles, qui sont très importantes pour tout le monde. Je comprends donc que vous avez une vision stratégique long terme, mais que ça ne vous empêche pas non plus de vous adapter au contexte actuel, et que ce soit sur les thématiques, les changements climatiques par exemple, on en a parlé, mais aussi sur les manières de faire de la recherche, vous venez d'en parler. Je pense aussi évidemment au changement de culture qui s'opère dans le milieu de la recherche, mais aussi plus globalement dans la société, pour plus d'équité, plus de diversité, plus d'inclusion, mais aussi pour de l'interdisciplinarité, ou encore pour davantage associer les citoyennes et les citoyens aux démarches scientifiques. Pourquoi est-ce que les FRQ ont décidé d'intégrer des principes d'équité, de diversité, inclusion, qu'on appelle principe EDI, dans vos programmes de recherche? Et qu'est-ce que vous répondez à ceux et celles qui voient là un facteur de moralisation des chercheurs et des chercheuses? Je pense qu'il faut sortir de cette notion. Franchement, le EDI, pour moi, c'est comme une façon, en tout cas, la diversité, ça va propulser l'excellence en recherche. Une recherche qui est vraiment excellente est faite avec plusieurs méthodologies, plusieurs approches. Donc, le EDI, pour moi, c'est vraiment une façon pour faire une meilleure qualité de recherche. OK? Nous avons, depuis longtemps, dû justifier quelle méthodologie statistique on veut utiliser, quel dispositif expérimental. Il faut expliquer ou justifier bien si on veut utiliser les animaux pour faire un projet de recherche. Il faut avoir une approbation du comité d'éthique en recherche pour faire la recherche. Pour moi, le EDI, ça fait partie de ce genre de protocole de recherche pour l'excellence. OK? Pour faire une vraie recherche de qualité, il faut considérer toutes sortes de choses. Pour revenir aussi au niveau autochtone,
si on veut faire la recherche chez les forêts, je pense que ce sera très intéressant d'inclure aussi les visions, les commentaires des communautés autochtones qui vivent depuis des années dans ces régions. Donc, je pense que le EDI, ce n'est pas nécessairement par rapport à qui fait la recherche, mais c'est la méthodologie ou les sciences en arrière de ça. OK? Donc, ça veut dire que le EDI, ça veut dire que chaque groupe de recherche devrait avoir un homme puis une femme. C'est pas ça. C'est la façon qu'on fait la recherche. Donc, c'est ça, il faut sortir de cette notion incorrecte de EDI en recherche. C'est vraiment pour l'excellence. J'entends bien aussi cette idée de l'importance d'intégrer les savoirs expérientiels. Comment est-ce que vous faites au FRQ pour favoriser ce lien entre science et société? Pourquoi est-ce que c'est important de favoriser l'engagement citoyen, la littératie scientifique et les sciences participatives? Oh, c'est une grosse question. Donc, au FRQ, on a plusieurs façons d'encourager les mariages sciences et société. Donc, un qu'on vient de lancer cette semaine, effectivement, c'est un nouveau programme dans le contexte des zones d'innovation qui a été mentionné dans la stratégie de recherche et d'innovation par le gouvernement du Québec l'année passée. Et ce programme Stimule, c'est une façon de vraiment ramener les sciences dans les zones d'innovation. Les deux qui sont annoncées portent sur le microélectronique et le quantique, et l'autre avec la société. Donc, pour qu'il y aura une compréhension et une acceptabilité sociale de ces débats, une discussion pour que tout le monde comprenne tout le monde. Donc, les inquiétudes ou des questions de public ou société peuvent être posées aux scientifiques et répondues et vice-versa. Donc, je pense que c'est très important parce que les désinformations, ça peut faire mal aussi. OK? Lorsqu'on dit qu'il y a 30 ans qu'il n'y a pas un changement climatique, bon, voyons, on n'a pas arrêté. Puis maintenant, on est rendu dans une situation de crise. Un autre exemple, je trouve, peut être un petit peu controversé, mais de façon scientifique, les OGM ont été vraiment, en tout cas, touchés avec une très, très, très mauvaise réputation, je pense, parce que le grand public, la société, n'était pas informé. C'était une façon d'introduire quelque chose tellement inconnu, de mauvaise façon, par l'industrie dans une époque, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, quelque chose comme ça. Moi, je pense que si les OGM ont été introduits de façon responsable, un genre de co-développement d'une façon des discours, on serait dans une place différente maintenant. Et je parle des OGM, je dis c'est controversé parce qu'il y a beaucoup de gens qui les aiment pas, mais je pense que le consensus scientifique mondial, c'est que les OGM sont importants et utiles et sécuritaires. Mais maintenant, on est rendu dans une situation où on ne peut pas utiliser les OGM comme prévu. On travaille avec d'autres choses. Mais la désinformation, c'est tellement important. On avait tous vu ça avec la pandémie. Des désinformations que peut-être les vaccins sont négatifs, etc. Mais ça a sauvé des milliards de vies. Je pense que c'est très important. FRQ, on a des programmes autres que celui Stimule pour les zones d'innovation. On a aussi des programmes dialogues qui financent les étudiants ainsi que les chercheurs universitaires pour réaliser les projets, pour partager leurs recherches avec le grand public. On a aussi un autre programme qui est très beau qui s'appelle Engage et c'est vraiment le financement des duos, une citoyenne qui a une question qui lui interpelle avec un chercheur, puis ils discutent, puis ils planifient ensemble un projet de recherche, comment il peut répondre à cette question. Je pense que c'est très important. Et les savoirs, c'est le pouvoir. Donc, le plus qu'on sache, le plus fort nous sommes comme société. C'est pas trop simplistique à le dire comme ça.
Janice Bailey, merci beaucoup d'avoir allumé notre réverbère. Pour poursuivre ces réflexions, je vous invite bien évidemment à lire l'État du Québec 2023 et à suivre les activités des FRQ. Cet épisode a été rendu possible grâce au Fonds de recherche du Québec et il a été produit par l'Institut du Nouveau Monde et le Palais des Congrès de Montréal. Les épisodes du balado de l'INM sont disponibles sur notre site internet inm.qc.ca ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute en ligne.